Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au webinaire des éditions ENI. Nous allons patienter quelques instants là, le temps que certaines personnes nous rejoignent. En attendant, n'hésitez pas, dites-moi si vous nous entendez bien ou pas dans l'outil de questions pour savoir si tout est OK côté technique qui sera assurée aujourd'hui par Denis. Voilà. Attendez une petite minute, il y a encore des gens qui nous rejoignent. Pas de problème de son. Je pense qu'on va pouvoir démarrer. Fanny, Hervé, vous êtes opérationnels pour débuter? OK. Oui. Donc, rebonjour à toutes et à tous. Il y a encore des gens qui arrivent et voilà. Merci de nous rejoindre sur l'heure du déjeuner pour notre webinaire Accessibilité numérique des applications mobiles. Moi, je suis Fanny. Je vais vous présenter ce webinaire. Je suis chef de projet dans le groupe ENI. Et donc, j'ai le plaisir d'animer ce webinaire organisé par le groupe ENI, expert de la formation informatique depuis plus de 40 ans. Pour évoquer cette thématique, je suis aujourd'hui avec Fanny Demey, qui est développeuse Android indépendante, et Hervé Boisgontier, formateur en développement dans le groupe ENI. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots pour tous nos auditeurs? Fanny, je vous laisse commencer. Allez, je commence. Donc moi, c'est Fanny. Je suis effectivement développeuse Android à mon compte. Aujourd'hui, je travaille exclusivement sur des produits qui, pour moi, ont du sens. Donc, ça se concrétise par des projets qui font des choses qui sont bonnes pour les gens et pour la planète. Je travaille par exemple pour Trilly, qui est une application qui plante des arbres. Plus on marche, plus l'application, l'entreprise va planter des arbres. J'ai travaillé longtemps pour Médecins sans frontières. Et puis, à côté, je fais beaucoup d'accompagnement d'accessibilité auprès des entreprises. Et je travaille en particulier avec l'association Valentin AUI, qui est l'association des aveugles de France, si on résume, sur une application justement qui est utilisée par les personnes malvoyantes et aveugles. Voilà, c'est un petit peu ce que je fais au quotidien. À toi, merci. Hervé. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, effectivement, je suis formateur à ENI École Informatique. Donc, contrairement à Fanny, moi, je suis pas dans la production, je suis plus dans la transmission du savoir. Et je m'intéresse à tout ce qui est numérique responsable depuis un certain nombre d'années. Et en particulier sur la partie donc accessibilité numérique pour voir comment est-ce qu'on peut faire en sorte que le numérique soit accessible à toute personne, quelles que soient les déficiences qu'elle peut avoir, et arriver à ce qu'elle soit le moins handicapée possible avec donc l'outil numérique. Donc moi, je travaille plutôt sur la partie développement de sites internet. Donc voilà, ça va être l'occasion justement pour moi de voir un petit peu avec vous comment est-ce qu'on peut faire sur la partie donc développement d'applications mobiles que je ne connais pas et qu'on va découvrir avec Fanny aujourd'hui. Merci à tous les deux. Donc aujourd'hui, nous allons parler accessibilité numérique et justement, j'en profite pour vous présenter le dernier ouvrage de Fanny, Jetpack Compose, développer des interfaces accessibles et modernes pour Android, qui est sorti aux éditions ENI il y a peu de temps, que vous pouvez retrouver sur notre site internet ou dans toutes les bonnes librairies. Denis va vous mettre le lien dans le chat et vous recevrez toutes les informations par mail à la suite de webinaire. Et restez bien avec nous jusqu'à la fin, on a une petite surprise. Donc ensemble, nous allons évoquer comment favoriser l'accessibilité numérique des applications mobiles et quelles sont les bonnes pratiques. Tout au long du webinaire, vous pourrez bien sûr poser vos questions dans la fenêtre de chat. Denis sera à mes côtés pour veiller à vos interrogations. On y répondra au fil de l'eau, soit par écrit, soit à la fin du webinaire. Je me ferai le relais de vos questions auprès d'Hervé et de Fanny.
On va pouvoir commencer. Hervé, pouvez-vous nous dire ce qu'on entend par accessibilité numérique et pourquoi c'est une notion importante aujourd'hui? Oui, bien sûr. Alors, Merci. donc, il faut que je partage l'écran. Je vous laisse mettre votre document. Est-ce que c'est bon? Oui, on voit introduction. Ok, ouais, on voit le document. C'est parfait. Alors effectivement, l'accessibilité numérique, on peut se poser la question, effectivement, c'est quoi l'objectif de faire de l'accessibilité numérique? L'objectif, c'est de faire en sorte que ce que l'on va développer, que ce soit à la limite un site internet ou soit une application mobile, l'objectif est le même, c'est de permettre que ce soit utilisable ce que l'on va développer. Et ce qu'on entend par utilisable, c'est que les personnes, elles puissent visualiser le contenu, accéder au contenu, qu'elles puissent le comprendre, ce contenu, qu'elles puissent naviguer, donc pouvoir se promener sur les différentes pages qui composent l'application mobile ou le site internet, et qu'elles puissent interagir, qu'elles puissent participer, qu'elles puissent remplir des formulaires, etc. L'objectif, c'est de pouvoir lever la barrière du handicap. On parle souvent de handicap en disant une personne est handicapée. En fait, ce qui va handicaper une personne, c'est ce qu'elle ne peut pas faire. C'est ce qui est empêché de faire parce qu'elle a une déficience quelconque qui l'empêche de faire des choses. Nous, on est dans un monde numérique et c'est une formidable opportunité, ce monde numérique, parce que justement, ça peut lever ce handicap. C'est-à-dire que quelque chose qui, dans le monde physique, ne serait pas possible, parce que la personne, par exemple, elle est en fauteuil roulant, elle n'est pas du tout handicapée quand elle est sur une application mobile ou sur un site Internet, parce que le fait qu'elle ne puisse pas passer un escalier avec son fauteuil roulant, là, il n'y a pas de problème. Dans le monde numérique, il n'y a pas de handicap, en fait. Il n'y a pas cet handicap-là, en tout cas. Donc, l'objectif, c'est de faire en sorte que ce numérique n'ait pas ces limitations, ces obstacles physiques qui empêchent d'accéder. Pour que, justement, on n'ait pas ces barrières, il faut faire en sorte quand même de faire attention à certaines choses pour qu'il n'y ait pas des nouvelles barrières qu'on vienne recréer artificiellement. Parce que c'est ça souvent l'obstacle, c'est qu'on va recréer ces barrières. Donc, l'objectif, c'est que ce soit compatible, que ce que l'on va faire soit compatible avec les technologies d'assistance qu'utilisent ces personnes en situation de handicap. Donc, on verra juste après un petit peu ce que sont ces technologies d'assistance, mais pour faire simple, de base, quand on développe des choses très simples, elles vont être accessibles. C'est souvent quand on va faire des choses plus compliquées, où on va penser que au cas le plus simple, une personne effectivement qui n'a aucune déficience, où on va rajouter finalement des barrières, ces fameuses barrières qui vont donc handicaper ces personnes-là. Alors, déjà, l'accessibilité numérique, on peut se poser la question de pourquoi est-ce que c'est important? Déjà, il y a beaucoup de personnes qui sont en situation de handicap, beaucoup plus que ce qu'on pourrait imaginer. D'après l'INSEE, on va dire c'est à peu près une personne sur 5. Donc, ça représente quand même une grosse partie des potentiels utilisateurs de nos applications. Et elles sont très diverses, ces personnes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un type de handicap et puis c'est tout. En fait, il y a plein de choses. On va avoir des personnes qui vont avoir des déficiences visuelles. Et même dans la famille des déficiences visuelles, on va avoir plein de sous-catégories. On va avoir des personnes qui sont complètement aveugles, qui ont une cécité. On va avoir des personnes qui ont une mauvaise vision due à l'âge, donc tout ce qui va être les maladies chez les seniors, des MLA, etc., qui vont altérer leur capacité à bien voir. Il va avoir aussi du daltonisme. Il va avoir des personnes qui sont
sensibles à la lumière ou qui vont être gênés quand il y a des brusques changements de luminosité, de la photosensibilité. Et puis après, on va avoir d'autres familles de déficiences, les déficiences auditives. Donc, pareil, ça va de la surdité partielle jusqu'à une surdité profonde et totale. On va avoir des déficiences qui vont être motrices, donc ça peut être de la paralysie. Pareil, c'est pas la même chose si c'est une paralysie des membres supérieurs dont on a quand même beaucoup besoin pour pouvoir utiliser un mobile ou utiliser un ordinateur, ou que ce soit des membres inférieurs où là on en a beaucoup plus besoin pour se déplacer. Maintenant, dans le monde numérique, c'est moins problématique. On va aussi avoir les tremblements, donc ce qui va être difficile de pouvoir précisément aller sélectionner un élément sur un écran. Ensuite, on va avoir tout ce qui va être les déficiences intellectuelles, donc avec une réflexion qui est limitée, une difficulté à la prise de décision, etc. Et enfin, on va avoir tout ce qui va être les déficiences cognitives. Donc ça regroupe déjà toute la famille des dys, donc la dyslexie, les problèmes d'accès à la lecture, la dysorthographie, tout ce qui va être la difficulté avec la production d'écrit, la dyspraxie, donc tout ce qui va être moteur, la dyscalculie, tout ce qui va correspondre donc au nombre et au calcul, la dysphasie, tout ce qui va être l'oral. Donc là-dedans, c'est plutôt quand même la partie lecture qui généralement est la plus problématique dans notre monde numérique. Et puis, il va aussi y avoir tout ce qui va être trouble de la mémoire, donc type Alzheimer, par exemple. Enfin, on peut aussi avoir des personnes qui vont avoir plusieurs handicaps qui vont se cumuler. Donc, il n'y a pas forcément un seul. On peut avoir du polyhandicap où certaines personnes vont avoir à la fois, par exemple, une déficience intellectuelle et une déficience motrice, par exemple. Donc là, ça devient beaucoup plus compliqué de les assister. Dans la petite image que je vous ai mise à côté, je vous ai mis des personnes et il y a des handicaps qui paraissent visibles. Là, quand on voit le fauteuil roulant, tout de suite, on voit que la personne, elle a un handicap. Maintenant, il faut savoir qu'il y a plein d'autres personnes pour lesquelles le handicap n'est pas du tout visible. Donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'on n'imagine pas qu'il y a près de 20% des personnes qui vont avoir une déficience ou plusieurs déficiences qui vont les handicaper dans leur utilisation des outils numériques. L'autre partie, c'est que c'est une obligation légale. Donc, depuis 2005, pour tout ce qui était le service public, les services numériques se doivent d'être accessibles. Donc, à l'heure actuelle, ce n'est pas encore le cas, il y a encore du chemin à parcourir, mais en tout cas, depuis 2005, tous les services numériques du service public devraient être accessibles. En 2019, ça a été élargi. C'est non seulement tout le service public, mais on a rajouté toutes les entreprises qui sont délégataires d'un service public. Donc, si par exemple vous êtes une communauté de communes, vous devez faire en sorte que vos outils numériques soient accessibles à tous. Mais également, ça a été élargi aux entreprises privées, mais que les grosses entreprises, celles qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions d'euros. En 2025, ça va être encore élargi avec l'Accessibility Act, donc c'est une directive européenne sur l'accessibilité des produits et des services. Et cette fois-ci, toutes les entreprises devront rendre leurs services numériques accessibles, sauf les toutes petites entreprises, celles qui font moins de 10 salariés et qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 2 millions d'euros. Donc là, vous voyez que petit à petit, quasiment tous les services numériques vont être concernés. Sur les technologies d'assistance maintenant, donc on a vu qu'on avait différents types de déficiences qui pouvaient handicaper les personnes, et en fonction effectivement de ces déficiences, il va y avoir des technologies qui vont leur permettre de pallier ce handicap pour pouvoir utiliser les services numériques. Donc, on a vu qu'il y avait plein de déficiences possibles, différentes, et donc il va aussi y avoir plein de technologies d'assistance différentes en fonction effectivement des personnes, pour que ça permette de lever
ce handicap. Alors, parmi les plus classiques et les plus connus, il y a la synthèse vocale, donc ce qui permet pour une personne qui a des difficultés à visualiser, d'entendre ce qui est représenté à l'écran. On peut avoir des dispositifs de suivi, donc ça c'est plus pour les personnes qui ont des problèmes moteurs, qui ne peuvent pas utiliser leurs doigts pour pouvoir naviguer sur le clavier. Là, ça peut être des dispositifs de suivi, donc soit des yeux, le eye tracking, soit ça peut être la tête qui peut être traquée, qui peut être suivie. On peut avoir des dispositifs de licorne, donc là l'image est très jolie, mais en fait c'est le fait d'avoir un stylet qui va permettre d'être accroché soit à la tête, soit tenu dans la bouche, qui va permettre d'appuyer sur les éléments si la personne ne peut pas se servir donc de ses doigts. On peut avoir des contacteurs, donc des contacteurs, ça peut être sur un muscle, donc un muscle la personne elle arrive à maîtriser, donc suivant les muscles qu'elle arrive à maîtriser, ça peut être sur une joue, ça peut être sur un muscle du pied, ça peut être à peu près n'importe où. Ça peut être également des contacteurs à souffle, c'est-à-dire qu'il va avoir un petit tuyau, elle va souffler dedans et avec le souffle, elle va pouvoir se déplacer dans un clavier virtuel pour pouvoir donc faire les différentes actions qu'elle veut. On peut avoir leur reconnaissance vocale, etc., etc. Donc, je ne vais pas vous faire toutes les technologies d'assistance qui existent, ce serait trop long et à la fin, ça deviendra un petit peu lassant. Mais en tout cas, ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'il faut respecter les standards. C'est-à-dire que toutes ces technologies d'assistance, elles se basent sur les standards. C'est-à-dire que si le standard est bien respecté, finalement, toutes ces technologies d'assistance permettront de faire en sorte que l'application soit fonctionnelle. Donc, c'est vrai que souvent, on imagine que rendre accessible une application, c'est quelque chose qui est compliqué parce qu'on se dit comment est-ce qu'on va pouvoir faire pour restituer sous forme orale, pour permettre de récupérer des commandes vocales, etc. C'est pas la peine, en fait. Tout ça, les personnes ont déjà leur technologie d'assistance. Ce qu'il faut, c'est que leur technologie d'assistance permette d'utiliser l'application. Et donc, pour cela, il faut respecter les standards. Et puis, il va falloir aussi faire attention à un certain nombre de points. Et c'est là où Fanny va revenir plus précisément par la suite. Alors, comme référentiel, pour pouvoir savoir ce qu'il faut faire, on va en avoir différents. Le premier, c'est le RGA, donc, qui a été produit au tout début en 2005 et qui a évolué. La dernière version majeure, c'est le RGA 4, qui date donc de 2019. À l'heure actuelle, on est à la version 4.1.2, donc voilà, c'est quelque chose qui évolue en permanence. Et on a quelque chose qui est très précis pour pouvoir effectivement faire attention à tous les points, pour pouvoir tester tous les éléments qu'il faut mettre en place pour que notre application soit accessible. Le petit bémol qu'on a avec le RGA, même si c'est l'élément officiel qu'il faut utiliser pour pouvoir tester, c'est que c'est fait pour du site Internet. Donc, pour un site Internet, c'est parfait, on a tout ce qu'il faut sous la main. Sauf que là, aujourd'hui, on a dit qu'on voulait parler d'applications mobiles, et sur une application mobile, c'est différent, parce que là, dans le RGA, on va nous expliquer, pour une balise IMG, une balise image, il faut qu'il y ait une alternative textuelle si c'est une image qui est porteuse d'informations. Là, le problème, c'est que quand on est dans du développement mobile, on n'aura pas de balise IMG, on n'aura pas d'attribut alt, donc il faut adapter tout ça, et donc c'est assez peu adapté. En 2017, la direction interministérielle du numérique avait produit un guide pour pouvoir vérifier une application mobile. Donc ça, c'était plutôt bien, sauf que ça date de 2017, donc c'est quelque chose qui est un petit peu ancien. Et donc, plus récemment, il y a eu un nouveau référentiel qui a été produit. Donc, c'est pas un référentiel français, c'est un référentiel qui appartient au Luxembourg, qui est le RAAM, donc le référentiel d'évaluation de l'accessibilité des applications mobiles. Et
Ce référentiel, cette fois-ci, est l'équivalent de notre RGA, mais adapté aux applications mobiles. Donc, dans la pratique, c'est plutôt celui-ci qu'on va utiliser, puisqu'il sera beaucoup plus adapté, beaucoup plus facile d'évaluer les applications donc mobiles. Je vais passer la main à Fanny pour qu'elle puisse donc vous présenter donc la suite. Merci Hervé. Je vais partager mon écran. Est-ce que Denis, tu peux me donner la main pour partager? Merci. Alors. Normalement, c'est bon. Vous voyez bien mon écran? Oui, oui. Ça marche, merci. Donc aujourd'hui, moi, je vais vous présenter mon point de vue de développeuse mobile sur l'accessibilité mobile. Voilà, à quoi j'ai pu faire face dans mon parcours, les personnes que j'ai pu rencontrer, voilà comment j'ai pu découvrir sur le sujet, vous partager un petit peu quelques petites choses sur ce sujet. La présentation, mais ça a déjà été faite. Moi, je suis développeuse mobile. Je suis lilloise. Je co-anime un podcast qui s'appelle Tech Éthique, que vous pouvez retrouver à peu près sur toutes les plateformes de podcast, sur lequel justement, moi et Emmanuel Demey, on interviewe des personnes qui sont concernées soit par l'accessibilité, soit par le numérique responsable, et des personnes concernées, et ensuite on fait à chaque fois un deuxième épisode sur la même thématique où on va venir creuser les aspects techniques, bonnes pratiques pour un peu répondre aux problématiques qui auraient été énoncées par la personne qui est concernée par cette problématique. Et puis, je suis également formatrice sur le développement d'applications mobiles, en particulier sur l'accessibilité. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur le petit lien que j'ai mis dans la présentation. Donc, je reviens sur ce que je vous disais par rapport au podcast Tech Éthique. Via ce podcast, en fait, j'ai eu l'opportunité de rencontrer Manuel Pereira, qui travaille justement à l'association Valentin EUI en tant qu'expert responsable du pôle accessibilité numérique. Manuel, il est aveugle, et dans cet épisode, on a beaucoup discuté de son expérience avec son smartphone. Et je vais vous partager quelques petites choses dont on a pu discuter dans cet épisode. Mais je vous invite vraiment à l'écouter, il est très intéressant. Première chose qui m'a frappée, moi, en discutant, en rencontrant Manuel, c'est comment finalement parfois une personne handicapée, en l'occurrence ici une personne aveugle, peut utiliser une application d'une manière dont je l'aurais pas imaginé initialement. Vous connaissez peut-être l'application Yuka qui permet, en scannant un QR code sur un produit, de savoir si ce produit est sain ou non, d'avoir son Nutri-Score, etc. En fait, Manuel, lui, il utilise cette application pour scanner un produit pour savoir justement quel est ce produit. Par exemple, s'il a une bouteille de jus de fruits dans la main, il veut savoir si c'est un jus de pamplemousse ou un jus de pomme. Il scanne le produit et Yuka va lui dire si c'est un jus de pomme ou un jus d'orange. La deuxième chose qui m'a frappée en discutant avec Manuel, c'est à quel point tout le temps, en fait, tester une nouvelle application lui demande beaucoup d'efforts et avec un résultat qui n'est pas toujours garanti. Parfois, il va avoir une application qui va paraître accessible, en tout cas au moins utilisable, dans lequel il va pouvoir naviguer. Au-delà du temps que ça va lui prendre de découvrir l'application, d'essayer d'analyser comment elle est structurée, prendre des repères, parfois certaines fonctionnalités au sein de l'application ne vont pas être accessibles. On a parlé justement d'une application qu'il utilise pour écouter de la musique, il me semble que c'était Deezer, et dans cette application, pour pouvoir partager le son de Deezer sur une enceinte chez lui, cette fonctionnalité, elle n'est pas accessible. Et puis, sans parler non plus également du fait que les applications changent, évoluent, et les habitudes que Manuel a pris
peuvent changer demain parce qu'il y a une nouvelle fonctionnalité qui est sortie, l'écran a été redesigné, etc. Voilà, ça demande vraiment beaucoup d'efforts. Ensuite, sur ce podcast Tech Éthique, j'ai également pu interviewer Céline, qui est bibliothécaire et qui est également aveugle. Et on a pas mal discuté avec Céline de son expérience relative au shopping en ligne, au fait de faire des achats en ligne. En plus, cet épisode suivait un peu, on était en pleine pandémie, donc c'était vraiment un sujet à ce moment-là. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on s'est tous mis à faire beaucoup plus d'achats en ligne, notamment pour nos achats du quotidien. Et ce qui m'a marqué, en fait, c'est à quel point, pour Céline, c'était très complexe, puisqu'il y a très, très peu de sites web ou d'applications de type de shopping qui sont accessibles. Et elle parlait pendant l'épisode, justement, pendant les fêtes de Noël, parfois ça lui prenait plusieurs heures pour pouvoir acheter un cadeau à une personne de son entourage. Et c'est quelque chose qu'elle veut faire toute seule, parce c'est une personne autonome, et puis toujours demander de l'aide, c'est fatigant, et voilà, c'est quelque chose qu'elle voulait faire en autonomie. Pourtant, très souvent, sur ce genre de site, au bout de quelques heures, elle finit par contacter l'entreprise par email ou par téléphone pour pouvoir arriver au bout de sa commande. Et ça m'a vraiment surpris, en fait, à quel point une application de shopping n'était pas accessible, alors que justement, pour une personne aveugle, ça devrait être beaucoup plus simple de faire son shopping en ligne, finalement, plutôt que dans un supermarché. Je vous conseille d'ailleurs cet épisode ici que je mets du podcast Be My Eyes, qui justement explique un peu, c'est en anglais, explique un peu l'expérience d'une personne aveugle dans un supermarché, comment elle fait pour se repérer, comment elle fait ses achats, etc. D'ailleurs, pour vous parler également de Be My Eyes, je vous incite également à installer cette application, ça s'appelle justement Be My Eyes, qui permet du coup d'aider une personne malvoyante ou aveugle. En fait, vous pouvez recevoir via cette application un appel d'une personne aveugle qui va avoir besoin de vous parce qu'elle n'est pas capable. Par exemple, moi, j'ai déjà été appelée pour pouvoir indiquer à la personne via sa caméra sur quelle sonnerie d'interphone d'un immeuble a sonné pour arriver chez le docteur Michel. Ou alors, une personne m'a demandé une fois de l'aider à saisir son code de verrouillage d'une valise. Voilà. Il y a des situations du quotidien que cette application permet de faciliter pour les personnes aveugles. Donc, mes apprentissages autour de l'accessibilité. Déjà, le premier apprentissage que j'ai fait, c'est d'arrêter d'avoir des préjugés. Je me suis fortement intéressée à l'accessibilité il y a 3-4 ans. Et avant ça, je travaillais sur une application qui était faite pour les personnes qui courent. Dans l'application, on pouvait, si on s'était blessé, avoir un programme d'auto-rééducation. Et puis moi, le préjugé que j'avais, c'était de me dire, de toute façon, une personne avec un handicap, une personne aveugle, ne va pas utiliser mon application. Et en fait, maintenant, je sais que c'est faux, parce qu'en fait, je me disais, une personne aveugle, de toute façon, elle ne va pas courir. En fait, si les personnes aveugles courent avec une personne à côté, et puis la technologie évolue, et vous pouvez chercher sur Google le projet Google Project Guidelines. Justement, c'est un projet de recherche sur lequel travaille Google, où en fait, grâce à un dispositif qui est mis sur la tête de la personne, elle va être guidée pour pouvoir courir en suivant une ligne. Vous voyez la photo sur mes slides. Bref, voilà, essayez d'arrêter d'avoir des préjugés. Et d'ailleurs, mon préjugé également à cette période-là, c'était aussi un peu handicap égale handicap visuel. Je vous expliquerai un peu plus tard pourquoi, finalement, même dans ma slide, dans ma présentation aujourd'hui, je focalise quand même sur le handicap visuel. Mais Hervé nous l'a dit tout à l'heure, il y a différentes formes de handicap qui ne s'arrêtent pas aux personnes avec une déficience visuelle. Le deuxième préjugé que j'avais, c'était de toute façon, ça concerne un faible nombre d'utilisateurs. Et Hervé nous l'a dit également tout à l'heure, 1 personne sur 5 est concernée par le handicap. Et enfin, en focalisant à nouveau sur le handicap visuel, ça représente 240
85 millions de personnes dans le monde, soit l'équivalent de la population des États-Unis. Une autre chose que j'ai appris, c'est à quel point l'accessibilité bénéficie à tous. On est tous, à un moment donné de la journée ou de notre vie, soit dans une situation de handicap temporaire, soit dans une situation où finalement, ce qui a été conçu pour faciliter le handicap, nous facilite également la vie. Et inversement, quand le handicap n'a pas été pris en compte, regardez là, justement dans cet exemple, une poignée de porte qui n'a pas été conçue avec l'accessibilité en tête, ne pense pas à certains détails qui fait que même une personne qui n'a pas de handicap au niveau des bras va avoir du mal à ouvrir une poignée de porte ronde quand elle a les mains pleines, comme sur la photo que vous pouvez voir, alors qu'une clenche, c'est beaucoup plus simple. Et puis voilà, l'accessibilité bénéficie à tous également. Moi, depuis que je suis maman, avec la poussette ou la trottinette de ma fille, c'est quand même beaucoup plus simple quand il y a des trottoirs. Pardon, je cafouille parce que je parle beaucoup en anglais en ce moment, donc j'ai du mal à trouver mon français. Des trottoirs qui sont justement aplatis pour faciliter la traversée des routes. Et enfin, un autre outil, par exemple, que moi j'utilise beaucoup, qui a été conçu à la base avec l'accessibilité en tête, s'appelle Action Blocks. C'est une application sur Android qui a été conçue pour les personnes avec des problèmes cognitifs, pour leur faciliter le fait d'actionner des actions assez simples comme lancer l'application des news sur la page d'aujourd'hui, appeler une certaine personne ou encore exécuter des phrases sur leur assistant vocal à domicile. Par exemple, moi, je sais que le midi, pendant ma pause déjeuner, je dis souvent à mon Google Home, regardez Friends sur la télé. Bien, en fait, pour éviter de le faire à l'oral, pour éviter de déranger potentiellement une personne à côté de moi, j'ai créé un bloc, Action Block. Quand je clique dessus, ça fait comme si j'avais prononcé « Regardez Friends » sur la télé et ça lance Friends sur la télé. Voilà. L'accessibilité améliore la créativité. Alors, vous pouvez trouver plein d'exemples en ligne de choses formidables qui ont été faites avec l'accessibilité en tête. Je vais vous parler, moi, d'un cas particulier sur lequel j'ai travaillé dans ma précédente entreprise. Je développais une application qui était destinée aux personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer. Dans cette application, il y avait un agenda. Dans l'agenda, on peut créer un événement. Et donc, on avait designé au départ cet écran. Donc, on voit ici un événement qui est en train d'être créé. C'est le rendez-vous chez le docteur. Et puis, on peut rajouter un texte. On peut l'ajouter à l'agenda avec le bouton en haut à droite ou on peut revenir en arrière avec le bouton en haut à gauche. Sur le coup, ça nous a semblé plutôt clair, même s'il y a quand même beaucoup de boutons. Et puis, on a découvert une technique qui permet de se mettre plus facilement dans la peau d'une personne qui souffre de problèmes cognitifs pour savoir si l'écran est assez simple finalement à contextualiser, à comprendre, etc. Pour rappel, une personne qui a des troubles cognitifs, en fait, les difficultés qu'elle va avoir au quotidien, ça va être se rappeler des choses, contextualiser, elle va avoir des difficultés à évoluer dans un process et donc ça va être beaucoup plus simple si les choses sont faites étape par étape, etc. Donc là, en fait, la technique, c'est justement de se dire, tiens, imaginons, je suis sur un écran dans une application, là, je suis en train de créer un événement pour aller à mon rendez-vous chez le docteur, et puis je reçois un appel qui n'a rien à voir. Par exemple, ma mère m'appelle. Voilà, ça dure 5-10 minutes, je sors complètement du contexte de ce que j'étais en train de faire. Je raccroche et puis mon téléphone revient du coup sur l'application sur laquelle j'étais, à l'endroit où j'en étais. Pour pouvoir me remettre dans le contexte de ce que j'étais en train de faire, ça peut prendre plus ou moins de temps si l'écran est bien contextualisé ou pas. Et justement, en faisant cet exercice, ce qu'on s'est
pardon, je passe un peu des slides. Ce qu'on s'est dit pour ajouter du contexte, on a essayé justement de minimiser le menu du bas qui vient un petit peu perturber. Il y a des petits boutons, etc. On ne sait pas trop à quoi il sert. On l'a minimisé et on a écrit noir sur blanc, add more information, ajouter plus d'informations à l'événement. En haut, on a écrit clairement, vous êtes en train de créer un événement. Voilà, comme ça, quand je reviens sur l'application, je vois, vous êtes en train de créer un événement. OK, c'est vrai, j'étais en train de créer un événement. C'est pas l'événement qui est déjà là, il n'a pas encore été créé. On a essayé vraiment d'être le plus concret dans toutes les choses, tout en restant finalement encore très esthétique. Et puis, l'accessibilité, c'est une opportunité pour innover. Et vous trouverez également plein de choses dans le monde aujourd'hui du numérique qui sont des innovations vraiment très importantes d'un point de vue technologique, qui ont été au départ faites pour répondre à des problématiques d'accessibilité. Et là, si on regarde justement l'Apple Watch, il est possible maintenant de contrôler sa montre, son Apple Watch, simplement avec les gestes de la main. Alors, je ne sais pas si je peux passer la vidéo, ça va peut-être être compliqué. Donc, je vous montre ici, avec l'Apple Watch, en fait, en bougeant des doigts, en tournant le poignet, etc., on va pouvoir actionner les boutons qui sont sur l'écran de l'Apple Watch. Ça a été conçu pour les personnes, justement, qui, par exemple, n'ont la motricité que d'une seule main ou d'un seul bras. Design. Une autre innovation, Hervé en a parlé tout à l'heure, sur Android, depuis Android 12, il est possible de contrôler son téléphone avec son visage. Ça s'appelle Camera Switch. Vous l'avez tous, si vous avez un téléphone Android, vous l'avez tous sur votre téléphone. Et en le configurant, vous allez pouvoir configurer en fonction de justement la partie du corps sur laquelle vous avez encore de la motricité. Donc, par exemple, on peut configurer qu'en regardant vers le haut, ça va passer à l'élément suivant. On peut configurer qu'en clignant des yeux, ça va cliquer sur l'élément, etc. Enfin, dernière chose qui m'a marquée quand je me suis intéressée à l'accessibilité numérique, c'est que seulement 10% du web est aujourd'hui accessible. Sur mobile, on n'a pas cette statistique. On l'a pas, elle n'existe pas. Voilà. Pour autant, je suis persuadée que c'est pas mieux. Au contraire, parce que justement, on voit que les référentiels d'accessibilité sont en train de créer des versions adaptées au mobile, etc. Mais l'accessibilité sur le mobile est arrivée quand même plus tard que sur le web. Et puis, c'est un constat aussi du quotidien en testant beaucoup d'applications, l'accessibilité des applications. Il y a les mêmes problématiques que sur le web. Et ça, c'est pas normal puisque c'est un droit humain de pouvoir accéder à du contenu numérique. Et du coup, on peut se demander à ce stade, en tant que développeur ou développeuse, comment faire pour rendre son application accessible. Et justement, tout à l'heure, Hervé nous a parlé de différentes formes de handicap. Je vais vous les citer. Donc, il y a le handicap visuel, il y a le handicap auditif, le handicap moteur et le handicap cognitif. En tant que développeur et développeuse, la catégorie de handicap sur laquelle on va avoir le plus d'impact, c'est le handicap visuel. Pourquoi, on va faire par élimination, pourquoi pas le handicap cognitif? On a fait un petit exemple ici sur le handicap cognitif. Finalement, quand on va prendre en compte les problématiques du handicap liées aux problèmes de mémoire, etc., de concentration, de compréhension, finalement, les impacts, ça va être des changements de design. Et le design, finalement, c'est pas le développeur ou développeuse qui le conçoit, c'est le designer ou la designeuse. Ensuite, pour le handicap auditif, les impacts concrètement dans une application mobile, ça va être dès que vous allez avoir un contenu vidéo et ou audio. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Proposer une alternative textuelle. Donc, soit par exemple un sous-titre, soit une forme alternative, une transcription finalement du contenu audio en texte à côté ou ailleurs dans l'application, etc. C'est pareil, là, on est dans la conception, on est dans la phase de conception de l'application, on est dans la phase de design. En tant que développeur, nous, quand
développeurs et développeuses, nous, quand on commence un travail, finalement, on a une maquette de design et la fonctionnalité a déjà été conçue, a déjà été pensée. Donc, le handicap auditif, c'est pas la forme de handicap sur laquelle on va avoir le plus d'impact. Le handicap moteur. En fait, les personnes qui ont un handicap moteur vont utiliser différents types de dispositifs pour pouvoir naviguer, comme nous les a présenté Hervé tout à l'heure. Et finalement, ces outils qu'ils vont utiliser pour pouvoir naviguer sur un smartphone, ils vont utiliser les mêmes outils qu'un lecteur d'écran pour une personne aveugle. Derrière, ça va être la même chose techniquement. Donc, finalement, en se concentrant sur rendre notre application accessible pour les personnes aveugles ou malvoyantes par ricochet, on aura un impact sur les personnes qui ont un handicap moteur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va focaliser sur le handicap visuel et par manque de temps, on va forcément focaliser aussi sur les personnes aveugles. Sachez que du coup, tout est un peu plus détaillé dans mon livre sur le sujet. Donc, en tant que développeur et développeuse, notre première responsabilité, et même en tant que chef de projet, chef de produit, de personne dans le numérique, c'est de savoir utiliser un lecteur d'écran. Il y a 2 lecteurs d'écran, Talkback sur Android, VoiceOver sur iOS. Ils fonctionnent quasiment de la même façon. Je vais vous présenter comment ça fonctionne sur Android. Donc, pour y accéder, pour l'activer, vous allez dans les paramètres de votre téléphone, dans Accessibilité, et vous avez un menu Talkback. Ensuite, vous allez voir une petite zone encadrée verte va se positionner tout en haut à gauche de votre écran. En fait, Talkback va scanner tous les éléments qui sont à l'écran, de l'élément le plus haut à gauche à l'élément le plus bas à droite. Visuellement, vous allez pouvoir voir quel élément est sélectionné avec ce petit encadré vert. Et puis, sur chaque élément, Talkback va annoncer quel est cet élément, donc s'il y a du texte, etc. Et puis, comment interagir avec cet élément. Par exemple, ici, on est sur une application de réglage. Le focus se positionne sur le Profile Details. Désolé, c'est en anglais. Donc, Talkback va annoncer Profile Details 1 sur 10, appuyez 2 fois pour activer. Donc, on comprend que le premier geste qui permet d'interagir avec un lecteur d'écran, c'est d'appuyer 2 fois. En appuyant 2 fois n'importe où sur l'écran, ça va exécuter l'action de clic sur l'élément. Deuxième geste qui permet de naviguer avec un lecteur d'écran sur un smartphone, c'est le geste de balayer vers la gauche ou balayer vers la droite. Vous faites ce geste à n'importe quel endroit de votre écran et ça va passer à l'élément précédent ou à l'élément suivant dans l'ordre des éléments qui sont focusables sur l'écran. Par exemple, là, si je balaye l'écran vers la droite, ça va passer au second élément de la liste de ce menu de réglage et va annoncer paiement 2 sur 10, appuyez 2 fois pour activer. Vous voyez aussi qu'il annonce l'information 2 sur 10. Quand on est dans une liste, Talkback va dire justement à quel endroit, à quelle position cet élément est dans la liste. Ça aide à se repérer sur l'application. Troisième geste que l'on peut utiliser pour naviguer avec Talkback, c'est le geste d'appuyer une fois pour déplacer le focus sur un élément spécifique. Ça, c'est très pratique pour quand on développe, quand on veut aller directement, par exemple, sur le menu profil, on va appuyer une seule fois sur cet élément et le focus va se positionner directement dessus. Mais sachez que c'est également un geste qui est utilisé par les personnes qui sont aveugles, notamment sur ces menus du bas, sur ces éléments un peu centrales, parce que justement, ils sont toujours positionnés, par exemple, sur un iPhone au-dessus du bouton Home, du bouton principal sur les anciens iPhones. Souvent, quand on positionne, par exemple, un bouton lecture à cet endroit-là, la personne va repérer la position à l'écran de cet élément et va faire un simple tap pour avoir le focus dessus.
Le dernier geste qui est utile à savoir pour pouvoir naviguer sur un lecteur d'écran, c'est le fait de pouvoir naviguer de section en section, de titre en titre, ou de changer d'autres types de réglages. Pour cela, il faut sur Android rentrer tout d'abord sur un menu de configuration. Ce menu, pour pouvoir l'afficher, vous voyez ici sur ma slide, il y a un petit menu en superposition avec écrit Headings. Pour afficher ce menu, j'ai fait un V ou un V à l'envers pour pouvoir naviguer d'une option à l'autre. Alors concrètement, là, on est sur Headings. Si justement, je suis sur Headings et que je navigue, ensuite je balaye l'écran vers le bas, il va passer de titre en titre. Je balaye l'écran vers le haut, il va passer vers le titre précédent. Donc là, si je balaye vers le bas, il va aller sur le titre ici qui est les langues de votre application. Je reviens un petit peu sur la slide précédente. En fonction de la configuration du geste haut et bas, le comportement va pas être le même. Par exemple, vous pouvez configurer le geste haut et bas pour que le lecteur d'écran lise lettre par lettre le contenu qui est affiché. Ça, c'est très utile quand vous recevez, par exemple, un mot de passe. Ou vous allez pouvoir également contrôler la rapidité de lecture du lecteur d'écran avec ce type de geste. Donc maintenant, on va voir comment développer des applications accessibles avec Jetpack Compose. Jetpack Compose, c'est la nouvelle technologie développée par Android qui est sortie il y a maintenant presque 2 ans pour développer des interfaces. Ça se fait maintenant en Kotlin, avant on faisait ça en XML. Et ça adopte une philosophie réactive, un peu comme ce qu'on peut voir sur le web avec React, mais aussi sur iOS avec SwiftUI. Donc, je vais vous partager aujourd'hui 7 bonnes pratiques pour ne pas casser l'accessibilité de votre application ou alors améliorer l'expérience utilisateur. Première bonne pratique, c'est d'ajouter un texte alternatif à une image. Ici, on a une application de shopping et si je ne mets pas de texte alternatif sur l'image du produit, eh bien, en tant que personne aveugle, je ne suis pas capable de savoir qu'il s'agit d'un t-shirt de couleur noire avec un petit nœud, etc. Et donc, il est important de rajouter un texte alternatif. Pour cela, vous voyez le petit exemple de code. Vous allez pouvoir le faire en Compose. Vous avez le composant image en lui rajoutant le paramètre content description qui est de toute façon obligatoire et en saisissant la description du produit. Deuxième bonne pratique, masquer les images qui sont purement décoratives. Ici, on est sur l'écran d'une application dans le cas où il y a eu un problème. Problème de réseau, page inaccessible, bug, bref, on arrive sur cet écran-là. Bien que le petit chien soit super mignon, ici, il est vraiment présent pour décorer. Et donc, il n'est pas nécessaire de mettre un texte alternatif en disant « chien trop mignon, qui lève les yeux vers le haut, qui a l'air un petit peu triste, qui fait un peu son Calimero ». Au contraire, ici, du coup, on va mettre content description et on va mettre la valeur nulle pour indiquer au lecteur d'écran d'ignorer cet élément. Et donc, en arrivant sur cet écran, le lecteur d'écran va positionner le focus directement sur le texte « Oups ». Troisième bonne pratique, améliorer la lisibilité des textes. En effet, c'est pas parce que c'est du texte que c'est accessible. Ici, on a par exemple une application pour trouver quelqu'un pour garder son chien. Le taux horaire de cette personne, c'est $16 par jour. Mais dans l'application, c'est écrit $16 / jour. Le lecteur d'écran annonçant $16 / jour, c'est pas très user-friendly, c'est pas très agréable. Et donc, on va améliorer l'accessibilité du texte comme ceci, en ajoutant du coup sur Android ce qui s'appelle un modifier. Je ne vais pas pouvoir rentrer malheureusement dans les détails aujourd'hui, mais surtout en utilisant la propriété, la fonction semantics, qui va pouvoir justement nous permettre d'améliorer la sémantique
notre application. La sémantique, finalement, c'est l'accessibilité de l'application. Et ici, on va dire, finalement, surcharge le texte par défaut, et puis tu vas dire $16 par jour. C'est important, ce genre de situation, finalement, on la rencontre beaucoup plus souvent qu'on ne le croit. Dès que vous allez avoir, par exemple, dans une application, un slash, que vous allez avoir des textes barrés, sachez qu'un lecteur d'écran ne transmet pas l'information d'un texte barré. Il faut justement améliorer de la même manière l'accessibilité. Si vous prenez par exemple une application de shopping, ou si là par exemple sur cette application-là, il y avait une promotion sur le taux horaire et que dans l'application on aurait barré $16 pour mettre $10 à côté, eh bien il faut véhiculer que le prix d'origine c'est $16 et que le nouveau prix, le prix remisé, c'est $10. Pareil, quand vous affichez des heures, etc., des abréviations pour dire lundi, vous écrivez juste LUN, et ben le lecteur d'écran va lire lune. Donc il faut améliorer l'accessibilité du texte. Autre bonne pratique, regrouper les éléments. En effet, là sur cette application encore, on est sur le profil de la personne susceptible de venir garder un chien à domicile. Et puis il y a une ligne qui va contenir des icônes. Pour chaque icône, il va y avoir un label, no pet, house et véhiculé. Si on ne fait rien, là, pour pouvoir naviguer sur cette ligne, la personne aveugle va devoir effectuer 3 gestes pour passer de chaque élément focusable à chaque élément. Par exemple, no pets, elle va naviguer vers la droite, ça va aller sur house, et va naviguer vers la droite, ça va aller sur véhiculé. Désolée pour le franglais. On va pouvoir améliorer l'expérience ici en disant au lecteur d'écran, finalement, lis-moi toutes ces informations en une seule fois. Pour cela, on va encore à nouveau utiliser le modifier et la fonction semantics et indiquer dans les paramètres merge descendant égale true. Et dans ce cas-là, le lecteur d'écran va lire en une seule fois pas d'animal, maison et véhiculé. Là, ici, on va venir améliorer l'expérience de l'utilisateur. C'est vraiment une très bonne pratique de s'assurer que pour naviguer sur un écran, il n'y ait pas besoin de faire trop de gestes pour justement faciliter la découverte et la rapidité de navigation. Autre chose qui peut être intéressante à faire, c'est de changer l'ordre de lecture des éléments à l'écran. Justement, Gmail, prenons Gmail ici, pour pouvoir créer un nouvel email, si on ne fait rien, comme le focus le lecteur d'écran va annoncer, parcourir les éléments à l'écran de l'élément le plus haut à gauche à l'élément le plus bas à droite, et il va faire ça couche par couche, c'est-à-dire que quand vous allez avoir des éléments en superposition, ils vont arriver après avoir lu tous les éléments qui sont sur la couche du dessous. Donc typiquement ici, le lecteur d'écran va passer sur le bouton en haut, puis la recherche, puis l'image de profil, puis sur chaque email un à un. Une fois que tous les emails auront eu le focus et que la personne aura navigué en faisant un balayage vers la droite, seulement après, la personne va pouvoir atteindre le bouton écrire un nouvel email. C'est quand même hyper problématique pour une application de type Gmail, c'est que ce bouton soit accessible aussi tard alors que c'est presque sa fonction principale. Dans ces cas-là, une bonne pratique, c'est de modifier l'ordre de lecture du lecteur d'écran pour lui dire finalement, après le champ de recherche d'email, passe le focus sur ce bouton flottant qui permet d'écrire un nouvel email. Ça, on pouvait le faire avant Jetpack Compose en XML. Je vous ai mis ici le code présent. Pour l'instant, c'est pas possible de faire cela avec Jetpack Compose. J'ai créé cette issue il y a à peu près 2 ou 3 ans, mais la semaine dernière, l'issue a évolué. Ils ont commencé à développer quelque chose, donc enfin, on va pouvoir faire ce genre de choses avec Jetpack Compose. Sur iOS, on peut le faire. On peut faire ce genre de choses. Actuellement, donc le contournement, si vous travaillez avec Jetpack Compose, c'est de détecter s'il y a un lecteur d'écran qui est
utilisé par la personne qui utilise votre application, alors la bonne pratique, c'est de dupliquer ce bouton-là et d'en mettre un plus tôt dans le parcours de l'utilisateur. Donc là, vous voyez sur la capture d'écran, on a positionné un bouton permettant de créer un nouvel email juste après le champ de recherche. Donc c'est le 3e élément focusable que la personne va rencontrer en naviguant vers la droite. On a vu tout à l'heure qu'en faisant un balayage vers le haut ou vers le bas, on pouvait naviguer de titre en titre. C'est une très bonne pratique qui est arrivée il n'y a pas si longtemps que ça sur le mobile par rapport au web. Justement, ici, on est sur une application un peu comme Deezer ou Spotify. Et il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup d'albums. Parfois, il y a même des listes verticales, des listes horizontales, pardon, qui sont infinies de contenu. Dans ces cas-là, la bonne pratique à faire, c'est de dire que chaque section, là vous voyez Good Evening, Continue Listening, Popular Playlist, c'est des titres, ça se voit. Donc on va venir associer la sémantique titre. Et grâce à ça, quand la personne va être sur le titre Good Evening, le focus sur Good Evening, le lecteur d'écran va lui annoncer Good Evening titre. La personne sait que c'est un titre. Et donc comprendre qu'elle va pouvoir naviguer de titre en titre et qu'il va y avoir plusieurs titres dans l'application. Ça permet de naviguer, encore une fois, plus rapidement. Enfin, dernière bonne pratique qu'on va voir aujourd'hui, il y en a encore plein d'autres, mais c'est les plus importantes quand on débute, c'est d'améliorer l'accessibilité des boutons de type switch ou case à cocher. Ici, par exemple, on est encore dans une application de réglage, et puis le premier élément, c'est détail de profil avec un petit bouton qu'on appelle switch. Si on ne fait rien, le focus va d'abord se positionner sur Profile Details et ensuite va se positionner sur le switch. Ce qui est intéressant de faire ici, c'est de regrouper ces deux éléments et finalement de faire que toute cette ligne soit actionnable comme un switch. Je vais vous expliquer un peu plus en détail. Donc pour cela, ce qu'on va faire, c'est qu'on va désactiver le focus sur le switch. Voilà, ma slide est ici, pardon. On va désactiver le focus sur le switch tout simplement en mettant ici dans Unchecked Change nul. Dans ces cas-là, le focus de Talkback n'ira pas sur le switch. C'est bien, mais du coup, pour l'instant, le lecteur d'écran annonce détail de profil et c'est tout, c'est un texte. Donc maintenant, il va falloir qu'on associe l'action de switch à l'ensemble de la ligne. Pour ce faire, il suffit d'ajouter encore une fois un modifier qui est vraiment quelque chose de clé pour l'accessibilité et finalement pour le look and feel d'une application avec Jetpack Compose. On va rajouter à cette chaîne de modifiers la fonction qui s'appelle Toggable. Et cette fonction va permettre d'associer le comportement de switch à l'ensemble de la ligne. Et en faisant ça, et en mettant le code adéquat pour que le changement de valeur se fasse comme il faut, quand on va être sur cette ligne détail profil, le lecteur d'écran va annoncer détail profil, activé ou désactivé selon l'état du switch, et puis appuyer 2 fois pour désactiver ou activer. Et maintenant, du coup, la ligne est interactive. Alors, au-delà d'avoir gagné améliorer l'expérience utilisateur parce qu'on a regroupé les deux éléments, on permet aussi de s'assurer, finalement, avant, quand on avait le focus uniquement sur le switch, le lecteur d'écran annonçait activer et puis appuyer 2 fois pour activer ou désactiver, Mais le contexte était perdu. On n'était pas sûr de savoir si, en appuyant 2 fois, on allait bien activer Profile Detail ou New Message qui se trouve juste après. Là, dans notre situation, on est sûr puisqu'en fait, le lecteur d'écran dit Profile Detail, désactiver, appuyer 2 fois pour activer ou désactiver. Voilà. Alors, c'est tout pour les bonnes pratiques qu'on va avoir, qu'on a vues aujourd'hui autour de l'accessibilité. Voilà, ce que j'ai envie de vous partager, c'est que le chemin vers l'accessibilité, ça commence vraiment par des petits pas. C'est pas parce qu'aujourd'hui, dans votre application, vous n'avez pas pris encore en compte l'accessibilité, faut pas se dire c'est trop tard, il paraît que l'accessibilité, c'est dès le départ
qu'il faut le mettre en place, sinon c'est trop coûteux. Oui, mais en fait, ça coûte rien et vous allez finalement apprendre de vos erreurs, ce qui fait que demain, quand vous allez recommencer une nouvelle application, vous aurez appris de toutes les erreurs que vous allez détecter dans l'application dans laquelle vous êtes. Donc, voilà, commencez par les petits tuyaux que je vous ai partagés aujourd'hui. Continuez ensuite l'exploration en pensant justement, en élargissant aux personnes justement malvoyantes, donc en s'assurant que votre application est bien réactive et bien responsive quand la personne dans les réglages de son téléphone augmente la taille de la police, etc. Faites attention au contraste et puis explorez les autres catégories de handicap, même en tant que développeur ou développeuse, pour pouvoir challenger les autres personnes sur votre projet qui auront plus d'impact sur ces catégories de handicap et en même temps apprendre plein de choses et avoir un impact réel sur la vie de personnes qui en ont besoin. Hein. Je vous rappelle la statistique, 10% du web est accessible, ce qui est vraiment injuste. Voilà, je repasse la main à Fanny, je pense. Je reviens. Je pense que Hervé avait peut-être une conclusion à faire sur cette présentation. S'il peut nous rejoindre. Voilà. Oui. Sur ce qu'il faut retenir de tout ce qu'on s'est dit. Tout à fait. Donc là, on revoit un petit peu les différentes choses qui ont pu être présentées par Fanny. Hein. Donc c'est juste pour se les remettre en tête. Donc on a vu effectivement qu'il y a un élément qui est important et qu'on retrouve effectivement sur la partie web. On retrouve exactement l'équivalent. C'est tout ce qui va être alternatif textuel aux images, soit des images qui apportent de l'information, il faut effectivement qu'il y ait quelque chose un texte qui y corresponde, soit au contraire, si c'est une image qui est purement décorative, faire en sorte qu'elle soit complètement ignorée par le lecteur d'écran. On a également eu Fanny qui nous a présenté donc l'amélioration de la lisibilité des textes. Donc ça, pour rappel, c'était quand on avait le par jour pour effectivement éviter d'avoir le slash qui soit retranscrit textuellement, avoir quelque chose qui soit plus compréhensible. On avait tout ce qui était regroupement d'éléments, donc ça c'était pour avoir différents éléments qui étaient visuellement sur une même ligne, qui correspondent à un seul élément parce qu'ils vont ensemble. On avait tout ce qui était ordre de lecture pour pouvoir accéder plus rapidement à des boutons qui seraient plutôt sur le bas de l'écran, donc pouvoir faire en sorte qu'ils apparaissent plus tôt dans la restitution vocale. On avait le fait de structurer donc notre page avec des titres, donc pour que les personnes puissent naviguer de titre en titre et pareil, accéder plus rapidement aux éléments qui les intéressent. Et puis donc la dernière astuce qui nous a été montrée, c'était donc pour pouvoir utiliser plus simplement les cases à cocher pour que ce soit donc plus facile et qu'on comprenne bien quand on coche ou qu'on décoche une case, qu'est-ce qu'on est en train de cocher ou de décocher. Ok, super. Merci à tous les deux pour cette présentation très riche sur un sujet important aujourd'hui. J'ai quelques petites questions. Je vous propose qu'on y réponde. Et puis après, s'il y a d'autres questions, évidemment, on y répondra par écrit à la suite de ce webinaire. Alors, j'ai une première question d'Asma qui dit, en tant que développeur junior, comment pouvons-nous nous former techniquement à intégrer des fonctionnalités d'accessibilité ? Les documentations officielles contiennent des bases hein, sur Android ou sur iOS. Il y a du contenu sur les bonnes pratiques. Ensuite, moi, je lis beaucoup, je me référence beaucoup au WCAG. Alors, tout à l'heure, Hervé nous a parlé de RGAA, qui est le référentiel français. Voilà, moi, je fais la même chose, mais avec la version internationale, hein, qui est à peu près la même. Voilà, pas hésiter à lire aussi ces règles-là. Finalement, même si dans les moyens de tester, ça va être décrit pour du web, finalement, dans la description des critères elles vont vraiment bien expliquer qui est concerné, pourquoi et quelle est la bonne pratique de manière universelle. Donc voilà, les WCAG, c'est aussi
un endroit clé. Mon livre également peut être une bonne référence, puisque justement l'accessibilité dans mon ouvrage fait partie de chaque chapitre. Voilà, on n'apprend pas à faire des boutons, puis des textes, puis des mises en page et à la fin un chapitre sur l'accessibilité. On apprend à faire des textes accessibles, on apprend à faire des images accessibles, on apprend à faire une mise en page accessible, etc. Donc moi, c'est quelque chose que j'essaye de porter un peu dans mon message et dans mes interventions. Ok, merci. Hervé, vous voulez ajouter quelque chose sur cette question ou c'est bon? Non, mais je suis tout à fait d'accord effectivement avec ce que Fanny vient de dire. Hein. Il y a effectivement tout un tas de référentiels qui existent. Après, il y a aussi des formations hein, qui sont disponibles pour pouvoir effectivement apprendre à faire les choses. Donc, Fanny en propose des formations, l'ENI en propose, il y a d'autres organismes aussi qui en proposent. Donc, n'hésitez pas effectivement à vous former parce qu'effectivement, c'est des choses qui s'apprennent. Hein. Il n'y a pas de... Voilà, moi, je suis formateur, donc je plaide pour la formation. Hein. Je trouve que c'est toujours intéressant, effectivement, d'aller se former. Et ces formations, en quelques jours de formation, on peut quand même déjà avoir les bases qui permettent effectivement de mettre en place un certain nombre de choses. Alors après, peut-être qu'on ne sera pas encore un spécialiste de l'accessibilité, mais déjà, on aura évacué 80% des problèmes qui sont les plus bloquants. Ok, merci. J'ai une autre question de Caroline qui est en 2 parties. Donc, je vous pose la première partie. Quelle est selon vous la complexité technique supplémentaire à rendre une application mobile accessible, sachant qu'il faut développer une app aussi bien pour les utilisateurs Android qu'iPhone et que ces 2 systèmes d'exploitation ont des fonctionnements et exigences différentes? Alors, comment répondre à ça? De toute façon, la complexité, elle est déjà présente si tu développes une application qui est sur Android et sur iOS. Les technologies ne sont pas les mêmes. C'est deux systèmes différents, en fait, que ce soit iPhone ou Android. C'est déjà, à moins d'utiliser une technologie multiplateforme comme React ou ce genre de choses, React Native, pardon, la complexité, je pense pas que ça va apporter beaucoup plus de complexité. La seule complexité, entre guillemets, c'est de former les équipes, former les gens. Les gens savent faire. Finalement, rendre une image accessible, c'est, comme je vous l'ai montré, rajouter un texte alternatif. La complexité, elle est d'en former les gens. Et puis, l'accessibilité, après, doit devenir un automatisme, doit rentrer dans les cycles de développement agile pour que ça soit pris en compte à chaque fois. Alors, au départ, ça peut être mis en rappel dans une definition of done, par exemple, sur un cycle agile. Et puis après, ça va devenir un automatisme. Mais le coût et la complexité principale au départ, c'est que les gens soient formés. C'est comme tout, c'est comme faire une application testée, c'est comme faire de la qualité de code. Si les gens sont pas formés, effectivement, c'est compliqué. On a quelque chose qui n'est pas bien fonctionnel et qui ne répond pas aux besoins. Et si les gens sont formés, tout va bien. Ok. Et du coup, la deuxième partie de sa question, c'était: voyez-vous des moyens pour vérifier auprès des prestataires de développement leur maîtrise de l'accessibilité dans le cadre du développement de celle-ci? Comment on s'assure que notre prestataire est bien formé sur le sujet? Hervé, t'as des idées sur ça? Alors, déjà, c'est tout simplement de lui poser la question. Si on lui pose la question et qu'il nous dit non, je fais rien de particulier, déjà, vous aurez votre réponse. Si au contraire, déjà, il va commencer à vous dire oui, l'accessibilité, c'est quelque chose sur lequel on travaille, qui commence à vous citer le fait qu'il va utiliser des référentiels, effectivement, pour vérifier un certain nombre de choses, voilà, c'est plutôt bon signe. Après, effectivement, c'est des choses qui peuvent être contractualisées. On peut effectivement mettre dans un contrat qu'il faut qu'il y ait l'accessibilité ait été testée et qu'on ait atteint un certain score d'accessibilité en fonction effectivement des référentiels qui permettent de tester. Oui, très bonne idée. Merci. J'ai une petite question de Cyril. Quelle remarque particulière concernant l'autisme ou les DYS? Concernant les applications mobiles, alors justement,
Comment? Il ne s'est pas précisé sur quel sujet. C'est Oui. en général. Quelle chose, sur Internet, il y a plein de contenus, encore une fois, sur quels sont les impacts de ces formes de handicap dans le numérique et quelles sont les problématiques communes que ces profils-là vont rencontrer, et derrière tout un tas de bonnes pratiques. Alors typiquement, j'en ai cité une qui est simplifier les écrans. Par exemple, un écran qui va prendre plusieurs étapes. Par exemple, créer un profil. Créer un profil, et on va faire un écran, un premier écran sur lequel on va saisir le nom de l'utilisateur avec un bouton en bas pour aller au suivant, et mettre quelque part dans l'écran visuellement qu'on est à l'étape 1 sur 3 du processus de création du profil. Puis un deuxième écran qui sera dédié à saisir, à uploader une photo de profil. Puis un dernier écran pour saisir sa date d'anniversaire. Voilà, il y a plein de bonnes pratiques comme ça qui existent, qui consistent justement à simplifier les choses, simplifier la compréhension, etc. Il y a un autre outil, je ne l'ai plus en tête, je peux vous le mettre après sur LinkedIn ou le partager, je ne sais pas comment, qui permet, pareil, quand on copie-colle un texte sur cet outil va venir noter, associer des tags de niveau de difficulté du texte. Est-ce que le texte est trop complexe, etc. Et en donnant des pistes. Je peux essayer de le chercher après et de le mettre dans le chat, mais c'est aussi des choses qui existent. Pas mal regardé aussi côté Apple, ils ont des vidéos assez intéressantes sur justement les bonnes pratiques en termes de design pour les personnes qui ont des troubles cognitifs. Ok, merci à tous les deux. Nous allons conclure ce webinaire. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser à l'adresse suivante, webinaire avec un s@eni.fr. Encore un grand merci à Fanny et Hervé pour votre intervention, le partage de connaissances. Merci à tous pour votre présence et votre attention. Et c'est aussi l'occasion de vous présenter notre prochain webinaire qui aura lieu le 8 juin à midi, toujours, sur la thématique de ChatGPT avec notre auteur Daniel Ishbia à l'occasion de la sortie de son livre ChatGPT qui es-tu. Comme d'habitude, vous aurez vos liens d'inscription dans toutes nos publications, réseaux sociaux, newsletters. Et si vous ne les suivez pas, n'hésitez pas à vous inscrire pour avoir toutes les infos. Voilà, merci à tous, bonne fin de journée, bon appétit. Merci, bonne journée. Merci, au revoir.